Trois petites notes de musique oubliées boutique au creux du souvenir. En est fini leur tapage, elles tournent la page et vont s'endormir. Mais un jour sans crier gare, elles vous reviennent en mémoire. Toi, tu voulais oublier un petit air galvaudé dans les rues de l'été. Toi, tu n'oublieras jamais une rue, un été, une fille qui fredonnait. La 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 la, je vous aime, chantait la rengaine, la la, mon amour. Des paroles sans rien de sublime, pourvu que la sans Dieu! Oh non, il n'y a pas grand-chose. Quelques acoustis, des rondelles de saucisson, rien de bien extraordinaire. Oui, mais ça, c'est du sérieux. Ça aurait été lui manquer de respect que de ne pas prendre une belle bouteille. Et qu'on invoquait, j'ai remarqué. Ah, tu sais que la première fois que j'ai entendu cette chanson, c'est avec lui justement, à la Comédie des Champs-Élysées, où elle donnait un récital. Et cette chanson nous avait beaucoup émus tous les deux. Et comme elle parle du souvenir, de l'édifice immense du souvenir, comme disait Marcel Proust, lui, il émiettait une madeleine dans la tasse de thé préparée par tante Léonie, ça lui rappelait Combray. Eh bien moi, cette chanson, ces trois petites notes de musique, ça me le rappelle lui, Jeff. T'as aussi demandé à Jean-Claude de venir, je l'ai vu qu'il cherchait à se garer. Quand tu as monté Don Juan avec Jeff dans le rôle, c'est Jean-Claude qui jouait Sganarelle. Sa présence m'a paru logique. Et je sais qu'ils s'appréciaient beaucoup mutuellement. Tiens, quand on parle du loup... Bordel! Ils sont garés! C'est le pire en pire. Excusez-moi. Allez, détends-toi, tout va bien. Va t'asseoir. Non, on veut goûter, hein? On va goûter. On attendait que toi, justement. T'attends personne d'autre? Non. On est tous les trois, c'est tout. Ah bon? Beaucoup d'autres comédiens. Il y a beaucoup d'autres comédiens, beaucoup d'autres metteurs en scène qui ont travaillé avec lui et qui l'ont bien connu. Oui, mais pas aussi bien que nous trois. C'est vrai. C'est vrai, on a toujours été très impressionnés par Jeff. Sa façon d'aborder les textes, les personnages, sa direction d'acteur surtout. Pour moi, il était, je dirais pas comme un mentor, non, plutôt comme un grand frère de théâtre. Et il était très à l'écoute quand on le dirigeait. Ouais. Je me souviens quand tu as monté Don Juan. Où il était formidable. Avec moi, dans Sganarelle. Où tu étais formidable. Merci beaucoup. Non, c'est sincère. Alors, un double merci. Vraiment. C'est lui qui a monté Antoine et Cléopâtre, que j'avais adapté. Dans lequel je jouais Démétrius. Exact, voilà. Donc, nous trois, pour toutes ces raisons. Allez. À Jeff. À Jeff. À Jeff. À Jeff. Et on mettait en scène. Il est bon. Très bon. Merci. Non, c'est sincère. Alors un double merci. Bien que je n'y sois pas pour grand-chose. Allez, à Jeff. À Jeff. À l'homme de théâtre. Hein? À ce qu'il nous a apporté dans ce métier. Au metteur en scène. Au comédien. Dis donc. C'est pas Jeff dont tu m'avais dit qu'à ses débuts, il confondait toujours cour et jardin. Non, ça c'était Joseph. Ce vieux Joseph. Jeff a toujours été très précis dans tout ce qu'il faisait. C'est pourtant facile à mémoriser avec les moyens mnémotechniques. Face à la scène,
Jésus-Christ, jardin, cour. Et quand on est en scène, côté cœur, côté cour. Allez, à Jeff. À Jeff. C'était bien cette cérémonie. Oui. Très simple. Ah oui, oui, presque trop. Moi, j'aurais bien aimé une belle musique, là. Bah, t'as pas entendu l'extrait du Requiem? Mais non, j'arrivais pas à me garer, je suis arrivé en retard. Ah, aussi, décidément. Non, j'y suis pour rien. Ben tiens, puisque tu ne l'as pas entendu, l'extrait du Requiem. Ah. Le silence qui suit une œuvre de Mozart, c'est encore du Mozart. Sacha Guitry. Exact. Quand même. Le Requiem pour un athée comme lui. Oui, mais pour un maçon comme lui. Ah oui. Mozart. Puisque c'est Jeff, enfin, le souvenir de Jeff qui nous réunit, je voulais vous faire part d'une idée qui m'est venue. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Jeff adorait les poétiques. On en a fait je ne sais combien en tournée, en France, en Afrique, un peu partout, chaque fois que l'occasion se présentait. Et je me suis dit que ce serait un bel hommage à lui rendre. On ferait ça tous les trois. Une poétique. Devant des spectateurs. Ah bah oui, autant que faire se peut. Tu crois que ça intéresse les gens, les poèmes, les phares? Ah oui, Ah ouais? ça je peux en témoigner. On ferait ça où, dans un théâtre? Oui, enfin, les théâtres, malheureusement, il n'y en a plus beaucoup. Enfin, disons, dans une salle de spectacle. D'accord. On trouve une salle, un théâtre, de préférence. Et on dit quoi? Ronsard, La Fontaine, du Bellay. Tu crois que ça va leur plaire, ça? Comme disait, d'après moi, Jacques Chancel, et d'après toi, Villard. Jean Villard. Il faut offrir aux spectateurs, non pas ce qu'ils aiment, Mais ce qu'ils pourraient aimer. C'est joli tout ça, il va falloir apprendre des textes, ou en réapprendre. Il y a déjà tous les textes qu'on a tellement dit, redit, redit qu'on ne les a pas oubliés. et ça, c'est pas sûr. Ah bon? Tu crois ça? Tu en veux la preuve? Tiens, regarde, je suis de très mauvaise humeur, je suis très en colère contre toi, et je vais m'asseoir. Qu'est-ce que tu as envie de me dire? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui te prend? Non, je trouve quelque chose d'un peu plus chic, un peu plus distingué. Que vous arrive-t-il? Comment se fait ça? Non, quelque chose d'un peu XVIIe siècle. Qu'est-ce donc? Qu'avez-vous? Laissez-moi, je vous prie. Mais encore, dites-moi, quelle bizarrerie. Laissez-moi là, vous dis-je, et courez vous cacher. Mais on entend les gens au moins sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher et ne veux point t'entendre. Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. Et quoi Camille, enfin, je suis tout des premiers. Moi, votre ami, rayez cela de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici profession de l'être. Mais après ce qu'en vous, je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne le suis plus et ne veux nulle place en des cœurs corrompus. Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte. Allez, vous devriez mourir de pure honte, etc., etc., etc. Tu vois, le misanthrope, ça nous revient tout de suite en mémoire. C'est vrai, je reconnais. Et pourtant, j'ai jamais joué Philinte, et que je sache, tu n'as jamais joué Alceste. Jamais, à mon grand regret. C'est charmant. Votre petit numéro de duettiste, là, c'est charmant.
Mais moi, je fais quoi? Oronte! Oronte? Tu l'as joué? Non, non. Et pourtant. Et pourtant. Ah. Oh non, oh non. Non, 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 non. Ça, c'est Oronte, jeune fille. Ça. Non, c'est Oronte à la Gay Pride. Voilà, à la Gay Pride. Hein. Non, non, sérieux. J'ai su là-bas que pour quelques emplettes, Eliante est sortie, et Célimène aussi. Mais, comme l'on m'a dit que vous étiez ici, j'ai monté pour vous dire, et d'un cœur véritable, que j'ai conçu pour vous une estime incroyable. Et cette estime m'a mis dans un ardent désir d'être de vos amis. Oui, mon cœur, au mérite, aime à rendre justice. Et je brûle qu'un nœud d'amitié nous unisse. Etc., etc., etc. Alors, convaincu? Oui, sur quelques vers, mais ça dit. Moi, plutôt convaincu. Et justement, à propos du misanthrope, enfin, de l'atrabilaire amoureux, puisque c'est le sous-titre. Hein, tu te souviens ton pastiche? Le flipper atrabilaire. Oh, la parodie du misanthrope que j'avais écrite. Et qu'on avait joué à l'auditorium de la SACEM. Tu t'en souviens encore? C'est possible, oui. Et toi? Possible. On se lance? On se lance. Et qu'est-ce qu'on avait déjà pour figurer le flipper? Je sais plus. Mais... Ah bah tiens, cette table roulante, ça va faire l'affaire. Qu'est-ce donc qu'avez-vous? Oh, laissez-moi, je vous prie. Mais encore, dites-moi quelle bizarrerie. Laissez-moi là, vous dis-je. Allez jouer ailleurs. Je trouve votre ton passablement railleur. Et quoi qu'ami, enfin, je pensais partager. Moi, votre ami, morbleu, il n'y faut plus songer. Avec vous, j'acceptais de faire cause commune. Mais votre maladresse est trop inopportune. On se l'a fait à deux, me proposâtes-vous. Vous ne payâtes point. C'était avec mes sous. C'était une occasion à nulle autre pareille. Un morceau de nanan, une pure merveille. Je m'apprêtais à prendre un pied monumental et vous me la ratez en vous croyant génial. Oh, je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte. Allez, vous devriez mourir de pure honte. La guette était open, le bonus allumé, c'était un coup facile à jouer les yeux fermés. J'imaginais déjà ce que serait la suite, j'entendais le bruit mat des 5 parties gratuites. Et vous flippez alors, sans aucune raison. Je tiens à vous le dire, vous jouez comme un con. Le flipper s'est coincé, ce n'est pas de ma faute. C'est facile de perdre avec l'argent des autres. La boule remontait d'une simple pichenette, allumait le bonus en tournant la girouette. Elle tombait dans le trou et nous marquait 500, puis frappait sur le bump avec acharnement. La lampe clignotait. Same player shoot again. Vous l'avez remarqué, vous l'avez dit vous-même. Nous étions sur le point de battre le record et vous m'avez trahi. Vous méritez la mort. Oh, je ne vois pas pour moi que le cas soit mortel. Riez, mon vieux, riez, et me la baillez belle. Vous n'aurez plus un rond pour jouer avec moi. Après un tel affront, je vous quitte avec joie. Vous ne voulez donc plus que nous jouions ensemble? Je veux jouer désormais avec qui bon me semble. Ou mieux, jouer tout seul, avec mes deux mains. Ou fuir dans un désert l'approche des humains. Ce qui est d'ailleurs le dernier vers du misanthrope. Bis repetita placent. Quitte à me répéter, je fais quoi moi pendant ce temps-là? Honte! Honte? Jouons au flipper? Comme les autres, pourquoi pas? Ah ben tiens, je me souviens, à l'époque où je voulais poursuivre le pastiche, j'avais concocté quelques vers pour rendre honte. Ah tiens, allez voilà. Et tiens, et même la réplique de Philinte. Non. Les critiques d'Alceste vous laissent pantois. Il est, il faut l'avouer, de moins en moins courtois.
Sachez que j'ai pour vous une estime incroyable et qu'au jeu de flipper, je vous trouve admirable. Et c'est avec plaisir, si le cœur vous en dit, que je vais, avec vous, finir cette partie. Votre proposition est si noble et sincère que vous la refusez serait méchante à faire. C'est pas du Molière, mais c'est quand même pas mal. Trop aimable. Bon, pour revenir à nos moutons, même si c'est en vrai. Non, attends, tu fermes. En Alexandre. Oui, en Alexandre. Et avec la césure. Et avec la césure. Honnêtement, je ne vois pas le rapport avec une poétique. Qui dit poétique peut vouloir dire aussi extrait de scène, aphorisme, anecdote, le tout se rapportant à la poésie, bien sûr, mais aussi au théâtre. C'est exactement mon avis. Bon, poétique, d'accord. On trouve un lieu pour jouer, un théâtre de préférence, et on va jouer le misanthrope à tous les trois. Bien sûr que non. Bon. Ni ton texte. Encore moins. Bon, donc il faut trouver des textes à dire dans cette poétique. Hein? Le misanthrope, c'est vrai, c'était un bon exemple, mais finalement, tu as raison, François. Je suis sûr qu'on a en tête plein d'autres textes. Dis-moi, tu ne t'es jamais trouvé dans un dîner ou dans une soirée où tout à coup il y a quelqu'un qui te dit « Ah, vous êtes comédien. Et si vous nous disiez quelque chose ?» Oui, c'est toujours là que je place mon Michaud. Eh ben voilà, Michaud, excellente idée, Michaud. Seulement, il faudra quand même que tu le situes pour les spectateurs, Michaud, parce que, tu m'excuseras, il n'est pas si connu que ça n'est quand même ni Prévert, ni Aragon, ni Apollinaire. Ou alors, je pourrais le faire à ta place. Michaud, poète surréaliste d'origine belge, également peintre, dont l'une des pièces les plus connues, et je crois... Plume, voilà. C'est Plume que je dis. Hein? Alors, nous t'écoutons. Plume dans les appartements de la reine. Ah. Quand Plume arrivait au palais avec ses lettres de créance, la reine lui dit, écoutez, dit-elle, le roi en ce moment est fort occupé, mais il vous recevra bien volontiers vers 5 heures. En attendant, vous pourriez peut-être vous promener avec moi. Nous allons aller par ici, je connais bien le chemin, voici ma chambre à coucher. Et ils entrent dans la chambre à coucher. Mais vous, écoutez, ne restez pas debout. Assis, on s'ennuie bientôt. Alors on pourrait peut-être s'étendre sur ce divan. Mais elle se relève bientôt dans cette chambre. Ah, il fait toujours une chaleur insupportable. Si vous m'aidiez à me déshabiller, vous me feriez plaisir. Cette robe du reste s'enlève si facilement, je me demande comment je reste habillé toute la journée. Et Plume la déshabille. Ensuite, il se couche en chemise. Il n'est encore que 3h15, dit-elle. Vous savez-vous autant sur le Danemark que vous puissiez m'en parler pendant 1h03 ? Et tenez, en attendant, comme vous êtes ici, je vais vous montrer quelque chose qui m'intrigue beaucoup. Je serais curieuse de savoir ce qu'un Danois en pensera. J'ai ici, voyez-vous, sous le sein droit, 3 petits signes. Non, pas 3 petits, 2 petits et un grand. Vous voyez le grand, il a presque l'air de... Et voyez le sein gauche, rien, tout blanc. Écoutez, dites quelque chose, mais examinez bien d'abord, bien à votre aise. Et voilà Plume qui touche, il tâte, il examine, et la recherche des réalités le fait trembler. Et maintenant, tenez-vous tout contre moi, dit la reine, sinon je risque tout de suite d'être distraite, et je ne sais plus pourquoi je me suis couchée. C'est alors que le roi entra. Michaud. Salut Michaud. Évidemment, ça n'est ni Aragon, ni Prévert, Ni Apollinaire. Oui, mais je vous trouve un peu sévère avec Michaud, moi, personnellement. Un petit peu. Et toi, qu'est-ce que tu dirais comme ça, à l'improviste? Ah, brûle mon pourpoint, comme aurait dit le poulain. Rimbaud. Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Des peaux-rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus aux poteaux de couleur. Non, non, je ne vais pas vous dire le bateau ivre, c'est très très beau, mais c'est très très long. Oui. Dommage. Non, et puis pour tout dire, je ne le sais pas par cœur. Ah. Non, je dirais plutôt vers le jeune Rimbaud, le Rimbaud de Charleville, le Rimbaud d'avant Verlaine, roman.
On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Un beau soir, froid des bocs et de la limonade, des cafés tapageurs aux lustres éclatants, on va sous les tilleuls verts de la promenade. Les tilleuls sentent bon par les bronsoirs de juin. L'air est si parfumé qu'on ferme la paupière. Le vent chargé de bruit, la ville n'est pas loin, a des parfums de vigne et des parfums de bière. Nuit de juin, 17 ans, on se laisse griser, la sève et du champagne vous monte à la tête, on divague, on se sent aux lèvres un baiser qui palpite là comme une petite bête. Le cœur fou, Robinson à travers les romans, lorsque dans la clarté d'un pâle réverbère, passe une demoiselle aux petits airs charmants sous l'ombre du faux col effrayant de son père. Et comme elle vous trouve immensément naïf, tout en faisant trotter ses petites bottines, elle se tourne alerte et d'un mouvement vif, sur vos lèvres alors meurent les cavatines. Vous êtes amoureux, loué jusqu'au mois d'août, vous êtes amoureux, vos sonnets la font rire, tous vos amis s'en vont, vous êtes mauvais goût. Puis, l'adoré, un soir, a daigné vous écrire. Ce soir-là, vous rentrez aux cafés éclatants, vous demandez des bocs ou de la limonade. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans et qu'on a des tilleuls verts sous la promenade. 17 ans il a écrit ça à 17 ans? Même pas. Je me souviens avoir vérifié un jour, le poème est daté de septembre 1870 et Rimbaud est né en 54, donc fais le calcul. Ouais. Et toi, tu es toujours très Rimbaud, toi, tu es très rimbaldien, non? Non, rimbaldien. Non, tout le monde admire Rimbaud. Il a réinventé l'écriture poétique. Non, moi je suis plus sensible à Apollinaire. Si je mourais là-bas, sur le front de l'armée, tu pleurerais un jour, ô loup, ma bien-aimée. Et puis mon souvenir s'éteindrait, comme meurt un obus éclatant sur le front de l'armée, un bel obus, semblable au mimosa en fleurs. Et puis ce souvenir, éclaté dans l'espace, couvrirait de mon sang le monde tout entier, la mer, les monts, les vals, et l'étoile qui passe, les soleils, merveilleux mûrissant dans l'espace, comme font les fruits d'or autour de Baratier. Souvenir oublié, vivant dans toute chose, je rougirais le bout de tes jolis seins roses, je rougirais ta bouche et tes cheveux sanglants. Tu ne vieillirais point. Toutes ces jolies choses rajeuniraient toujours pour leur destin galant. Le fatal giclement de mon sang sur le monde donnerait au soleil plus de vive clarté, aux fleurs plus de couleurs, plus de vitesse, à l'onde un bonheur inouï descendrait sur le monde. L'amant serait plus fort dans ton corps écarté, loup. Si je meurs là-bas, souvenir qu'on oublie, souviens-t'en quelquefois aux instants de folie, de jeunesse et d'amour et d'éclatante ardeur. Mon sang, c'est la fontaine ardente du bonheur. Et sois la plus heureuse, étant la plus jolie, ô mon unique amour et ma tendre folie. Dis-moi, c'est dans les lettres à Loup, ça? Non, c'est dans les poèmes à Loup. Il a écrit les lettres à Loup quand il était au front, pendant la guerre, et c'est après qu'il a écrit, après la guerre, qu'il a écrit les poèmes à Loup, de la même veine d'ailleurs. Ces poèmes n'ont été édités qu'après sa mort. Oh, c'est très joli tout ça. Mais Michaud, 20e, Rimbaud, 19e. On revient au 20e avec Apollinaire. On est dans le fouillis, dans le disparate. Il faut une certaine, je sais pas, une certaine logique à tout ça, non? Moi, je trouve ça plutôt amusant. On cherche, on lance des petits cailloux comme ça au hasard, bah oui, au débeauté, à la brûlement pourpoint comme aurait dit le poulain. Oui, évidemment. Entre nous, comme ça, pourquoi pas, mais c'est vrai, il a raison. Si on veut présenter ça à des spectateurs, il faut une certaine logique dans nos choix. Voilà, je sais pas, un ordre chronologique, par exemple. Bon, d'accord, oui, mais alors on commence où? Au roman de Renard, à Ronsard, à Du Bellay, à Clément Marot, à Villon. Villon!
La balade des pendus. Ah oui. Frères humains, qui après nous vivez, n'ayez les cœurs contre nous endurcis, car ce pitié de nous, pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous merci. Vous nous voyez si attachés, 5, 6, quand de la chair que trop avons nourri, elle est piéçate, dévorée et pourrie, et nous les os devenons cendres et poudre. De notre mal, personne ne s'en rit, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. La pluie nous a débués et lavés, et le soleil desséchés et noircis. Pis, corbeaux nous ont les yeux cavés et arraché la barbe et les sourcils. Jamais nul temps nous ne sommes assis, puis ça, puis là, comme le vent varie, à son plaisir, sans cesser nous charrie, plus becquetés d'oiseaux que des à coudre. Ne soyez donc de notre confrarie, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Bah, et l'envoi. Oh, l'envoi, pardon, envoie. Prince Jésus, qui sur tout sa mestrie, garde qu'enfer n'ait de nous seigneurie, à lui n'ayant que faire, ne que soudre. Homme, ici n'a point de moquerie, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Dis donc, il y a plus gai chez les contemporains de Villon et plus osé. Clément Marot, Robin et Margot. Un jour, Robin vint Margot empoigner et lui montrant l'outil de son ouvrage, l'a voulu besogner. Mais Margot dit, vous me feriez outrage. Il est trop gros et bien long à l'avantage. Bien, dit Robin, tout en votre fadasse ne le mettrait. Et soudain, il l'embrasse et la moitié seulement y transporte. Ah, dit Margot, en faisant la grimace, mettez-y tout, aussi bien je suis morte. Dans la période puritaine que nous traversons en ce moment, je ne suis pas certain que ça passera. Vous n'allez pas dénigrer M. Marot tout de même. On va le déboulonner. Déboulonner, c'est ça. On déboulonne beaucoup en ce moment. Non, en tout cas, il y a plus poétique et même plus écolo. Charles d'Orléans, le temps a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie, s'est vêtu de broderie, de soleil luisant, clair et beau. Il n'y a bête ni oiseau qu'en son jargon de chante ou crie. Chacun s'habille de nouveau. Le temps a laissé son manteau. Oui, bon, mais si on commence au XVIe siècle, voire même à la fin du XVe, on va faire un spectacle de 5 ou 6 heures. Ah oui, et là il faudra fournir les sandwichs et les boissons. Et les oreillers. Non, ce qui serait bien, ce serait peut-être d'ajouter des petites choses amusantes, des extraits de scène, des anecdotes, des sketchs. Des répliques de théâtre. Oui, voilà. Ah ben, tiens, je vous en propose. Dans Le Dindon de Feydeau, Rédillon vient de passer la nuit avec Armandine et il se plaint d'être fatigué. Alors elle lui dit, « Comment, t'es fatigué après 11 heures de lit ?» Et il répond, « Ça vaut pas 3 heures de sommeil. » Et un peu plus loin, Vatelin est contraint d'avouer à sa maîtresse, une Anglaise, qu'il est marié. Elle lui dit, « Mais comment? À Londres, vous m'aviez dit que vous étiez bœuf. » Non, pas bœuf, veuf. Oh, bœuf, veuf, c'est la même chose. Ah non, le veuf, il peut recommencer, tandis que le bœuf... Il y a aussi de très belles répliques de théâtre improvisées. J'en ai pour exemple une pièce que jouait Victor Boucher et Jeanne Fusier-Gire il y a bien des années. Et dans cette pièce, Victor Boucher avait une fausse moustache. Il joue le 1, il joue la moitié du 2, et la moitié du 2, un des côtés de sa moustache se décollait et pendouillait lamentablement. Ça le gênait considérablement pour parler. Alors il dit à sa partenaire Fusier-Gire, « Excusez-moi, ma chère, je crois qu'on a sonné. » Il part en coulisses. Elle comprend très bien l'allusion, elle va côté cour, côté jardin, elle déplace des bibelots, elle chantonne, lui en coulisses ne retrouve ni accessoires, il se dit personne susceptible de régler son problème, alors excédé, après avoir joué un acte et demi avec une moustache, il rentre à la milieu du 2, imberbe sur la scène. Elle continue à reprendre le fil de l'histoire.
Qu'est-ce que c'était? Rien, dit-il, rien. Un raseur. Une des plus jolies répliques de théâtre pour moi, c'est dans 29 degrés à l'ombre de La Biche. Un acteur entre en scène et dit « C'est pas pour me vanter, mais il fait rudement chaud. » À propos de la ville de Félo, je ne vous ai jamais raconté ce qui était arrivé à Charon. Jacques Charon? Oui, de la Comédie Française. Jacques Charon lui-même. Charon jouait une pièce à la Comédie Française en deuxième partie de soirée, et il avait décidé de rentrer tout de suite après la pièce, parce qu'il habitait tout près de la Comédie Française, et il jouait ce soir-là Feu la mère de Madame. Pour mémoire, le personnage dans Feu la mère est habillé en costume Louis XIV, parce qu'il vient du bal des Quatre Arts, costume sur lequel il a passé un imperméable parce qu'il pleuvait. Donc, sitôt le rideau tombé, Charon file chez lui, il arrive chez lui, mes clés. Il avait oublié ses clés dans son costume de ville. Il retourne à la Comédie Française, la fermée, il va chez le concierge fermé, il appelle, il tambourine, il sonne, rien. Et là, il se rappelle que le concierge a un chien. Alors il se dit, je vais aboyer, ce qui va faire aboyer le chien, ce qui va réveiller le concierge. Et en toute bonne logique, pour aboyer, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à quatre pattes. Passe 2 agents de police. Monsieur, qu'est-ce que c'est que ça? Non, j'essaye de faire aboyer le chien du concierge. Ah, c'est une bonne idée ça, et pourquoi ça, monsieur? Non, parce que j'ai oublié mes clés dans mon costume de ville. Ah, mais oui, monsieur, qui êtes-vous? Justement, je suis Jacques Charon, vous voyez, il y a mon nom sur l'affiche. Vous avez vos papiers d'identité? Non, puisque je vous explique, tous mes papiers, j'ai tout oublié dans mon costume. Et qu'est-ce que c'est que cette tenue? Mais justement, je jouais une pièce. Oh, allez hop, ils sifflent, ils appellent le panier à salade, on l'a embarqué, où il a passé la nuit au commissariat, en costume Louis XIV, bien content le lendemain matin que le commissaire de police accepte de prévenir quelqu'un qu'il a délivré avant qu'on l'embarque pour Sainte-Anne, ou pire pour Charenton. Donc, tout ça, c'est... Non, François, c'est très drôle, tout ça. C'est très, très drôle. Mais on est plus du tout dans le poétique. Des idées, proposons des idées. Tiens, tu vas lui en trouver des idées. Regarde, dans la panière, là, c'est plein d'accessoires de théâtre que m'avait laissé Jeff. Alors? Il y a des objets mystérieux dans cette panière? Oh, un jupon, une épée, des dagues, des masques, c'est un vrai fourre-tout. Rien qui puisse t'inspirer un texte, un poème? Ben non. Non. Ah! Oh! La Fontaine, la mort et le mourant. Un mourant qui comptait plus de 100 ans de vie se plaignait à la mort que précipitamment elle le contraignait de partir tout à l'heure sans qu'il eût fait son testament, sans l'avertir au moins. Est-il juste qu'on meure au pied levé, dit-il? Attendez quelque peu. Ma femme ne veut pas que je parte sans elle. Il me reste à pourvoir un arrière-neveu. Souffrez qu'à mon logis j'ajoute encore une aile, que vous êtes pressante, ô déesse cruelle. Vieillard, lui dit la mort, je ne t'ai point surpris. Tu te plains sans raison de mon impatience, et n'as-tu pas 100 ans, trouve-moi dans Paris 2 mortels aussi vieux, trouve-moi 10 en France. Je devais, se dis-tu, te donner quelque avis, quand la cause du marché et du mouvement, quand les esprits, le sentiment, quand tout faillit en toi, plus de goût, plus d'ouïe, toute chose pour toi semble être évanouie, pour toi, l'astre du jour prend des soins superflus, tu regrettes des biens qui ne te touchent plus. Allons, vieillard, et sans réplique, il n'importe à la République que tu fasses ton testament. La mort avait raison. Je voudrais qu'à cet âge, on sortît de la vie ainsi que d'un banquet, remerciant son hôte et confie son paquet. Ah, de combien peut-on retarder le voyage? Tu murmures, vieillard. Vois ces jeunes mourir, vois les marcher, vois les courir à des morts, il est vrai, glorieuses et belles, mais sûres, cependant, et quelquefois cruelles. J'ai beau te le crier, mon zèle est indiscret. Le plus mourant des morts meurt le plus à regret. Du même
La Fontaine, la femme noyée. Je ne suis pas de ceux qui disent ce n'est rien, c'est une femme qui se noie. Je dis que c'est beaucoup, et ce sexe vaut bien que nous le regrettions, puisqu'il fait notre joie. Ce que j'avance ici n'est point hors de propos, puisqu'il s'agit d'une femme qui, dans les flots, avait fini ses jours par un sort déplorable. Son mari en cherchait le corps pour lui rendre, en cette aventure, les honneurs de la sépulture. Il arriva que, sur les bords du fleuve, auteur de sa disgrâce, des gens se promenaient, ignorant l'accident. Ce mari donc, leur demandant s'il n'avait de sa femme aperçu nulle trace, nulle, reprit l'un d'eux, mais cherchez-la plus bas, suivez le cours de la rivière. Un autre répartit, non, non, ne le suivez pas, repoussez plutôt en arrière. Quelle que soit la pente et l'inclination dont l'eau par sa course l'emporte, l'esprit de contradiction leur a fait flotter d'autres sortes. Vous auriez pu quand même trouver chez La Fontaine des fables un peu plus amusantes, un peu plus distrayantes. Par exemple, les femmes et le secret. Rien ne pèse tant qu'un secret. Le porter loin est difficile aux dames, et je sais même sur ce fait bon nombre d'hommes qui sont femmes. Pour éprouver la sienne, un mari s'écria, la nuit étant près d'elle, « Oh, Dieu, qu'est-ce que ceci? Je n'en peux plus, on me déchire. Quoi? J'accouche d'un œuf? » D'un œuf? Oui, le voilà, frais et nouveau pondu. Gardez bien de le dire, on m'appellerait poule. Enfin, n'en parlez pas. La femme neuve sur ce cas, ainsi que sur maintes autres affaires, crut la chose et promit ses grandeurs de se taire. Mais ce serment s'évanouit avec les ombres de la nuit. L'épouse, indiscrète et peu fine, sort du lit quand le jour fut à peine levé, et de courir chez sa voisine. « Ma commère, dit-elle, un cas est arrivé. Surtout n'en dites rien, car vous me feriez battre. Mon mari vient de pondre un œuf gros comme 4. Au nom des dieux, gardez-vous bien d'aller publier ce mystère. » « Vous moquez-vous, dit l'autre. Vous ne savez guère quel je suis. Allez, ne craignez rien. » La femme du pondeur s'en retourne chez elle. L'autre grille déjà de conter la nouvelle. Elle va la répandre en plus de 10 endroits. Au lieu d'un œuf, elle en dit 3. Ce n'est pas encore tout, car une autre commère en dit 4 et raconte à l'oreille le fait. Précaution peu nécessaire, car ce n'était plus un secret. Comme le nombre 2, grâce à la renommée de bouche en bouche, allait croissant, avant la fin de la journée, il se montait à plus d'un 100. Allez, buvons à La Fontaine. À La Fontaine. À La Fontaine. Et à Gers. Ah ben, je Et à Gers, bien sûr. Oui, ça. À Gers. À Gers. Dis donc, toi qui as travaillé en Angleterre, ça devrait te rappeler quelque chose, ce crâne, non? Bien sûr, celui de Yorick. Oui, mais c'est dans Hamlet. Oui, oui, mais le crâne est celui de Yorick, le bouffon du roi, avec lequel Hamlet a beaucoup joué quand il était petit. Alas, poor Yorick. I knew him, Horatio, a fellow of infinite jest. Monsieur cause le Shakespeare. Dis donc, t'as jamais joué Hamlet, toi, même en français. Non, 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 mais je vais te surprendre. J'ai dit un des monologues d'Hamlet en anglais dans une ambassade en Afrique au cours d'une poétique organisée par Jeff, justement. To be or not to be, that is a question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against the sea of troubles and by opposing end them, to die, to sleep, no more, and by a sleep to say we end the heartache and the thousand natural shock that flesh is heir to. 'Tis a consummation devoutly to be wished, to die, to sleep, perchance to dream, aye, there the rub. Et là, pour les spectateurs ne comprenant pas l'anglais, je pourrais leur dire, mon camarade ici présent est dans l'expectative. Il se demande s'il va mourir, dormir ou rêver. Ou rêver peut-être. Et justement, puisqu'on parle
de Shakespeare. Ça me rappelle quelque chose de ton histoire, là, ce qui s'éloigne quelque peu de notre poétique. Non, pas du tout, alors pas du tout. Shakespeare, c'est de la poésie. C'est vrai, tu as parfaitement raison. Mais pour revenir à ce dont je voulais te parler, c'est cette histoire avec Richard Burton lorsqu'il jouait Hamlet. Richard Burton, magnifique acteur. Marie d'Elizabeth Taylor. Né en 1932. Il connaît même les dates de naissance des comédiennes américaines. Et il craignait pour son mémoire. Audrey Hepburn, 1929. Rita Hayworth, 1918. Meryl Streep. 1949. Pour en revenir à Burton, donc Burton jouait Hamlet dans un théâtre à New York, et au beau milieu du fameux monologue To Be or Not To Be, quelle n'est pas sa surprise d'entendre quelqu'un au premier rang qui dit le texte en même temps que lui. Ça l'agace, il accélère un peu, l'autre accélère aussi. Il finit par lever la tête pour voir qui est le gêneur. Churchill. Winston Churchill himself. Bon, le spectacle se termine, Burton est dans sa loge, on frappe à la porte, il ouvre, Churchill, qui lui dit « My Lord Hamlet, may I use your lavatory ?» Il n'était pas venu pour le féliciter, mais pour assouvir un besoin naturel et de toute évidence urgent. Espérons quand même qu'il l'a félicité. Sûrement, oui. On n'a aucun scrupule pour passer d'un siècle à l'autre, d'un pays à l'autre. Me permettrais-je de vous proposer quelques lignes de Federico Garcia Lorca. J'adore. À la Cinco de la Tarde, Lorca fusillé par les franquistes en 1938 à l'âge de 36 ans. À la Cinco de la Tarde. Era la Cinco a punto de la Tarde. Un niño trajo la sabana blanca a las 5 de la tarde. Lo demás era muerte, y solo muerte a las 5 de la tarde. El toro solo, corazón arriba, a las 5 de la tarde. A lo lejos viene la gangrena a las 5 de la tarde. Las heridas quemaban como soles a las 5 de la tarde. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué terrible 5 de la tarde! Écoutez les copains, vous me bluffez. Si, toi en anglais, lui en espagnol, alors je dois vous le dire, j'ai commencé à apprendre le mandchou. Non, c'est drôle ça. Oui. Mais, et j'ai un très joli petit poème à vous dire de la Mandchourie du Nord. Oui, de la Mandchourie du Nord, je précise. C'est vous allez voir, c'est un très très joli poème, ça s'appelle Akrou. C'est ça. Oui. Ich prodi nosti boglovi Akrou. Non, mais il fait juste une petite demi-heure. Si, bon. Ich crudi di crudi à crou. Non, à flou. Bon, vous me faites beaucoup de peine. Pour en revenir à Shakespeare, ce qui, tu voudras bien m'excuser, est quand même un tout petit peu plus sérieux. Rappelons-nous qu'à son époque, il n'y avait pas de comédienne au théâtre en Angleterre. Tous les rôles de jeunes premières, que ce soit Desdemone, Juliette, tout ça, c'était joué par des jeunes hommes imberbes. Oui, rappelez-vous le film Shakespeare in Love. Personnellement, j'aurais pas aimé jouer un rôle de femme. Peut-être, mais dire des textes de rôle de femme, il y en a tellement beaux. Bérénice, dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mers me séparent de vous, que le jour recommence et que le jour finisse, sans que jamais Titus puisse voir Bérénice, sans que de tout le jour je puisse voir Titus. Phèdre, n'allons pas plus avant, demeurons chez Rénone. Je ne me soutiens plus, ma force m'abandonne. Mes yeux sont éblouis du jour que je revois. Hélas. Andromaque, je passais jusqu'aux lieux où l'on garde mon fils.
puisqu'une fois le jour, vous souffrez que je bois le seul bien qui me reste, et d'Hector, et de Troie. Il n'y a pas que dans les tragédies, hein. Il y a aussi dans les comédies des choses magnifiques. Tiens, toi qui as joué dans les Caprices de Marianne, ce que Marianne dit à un moment à Octave, qu'est-ce après tout qu'une femme? Une partie de plaisir. Ne pourrait-on pas dire quand on en rencontre une, voilà une belle nuit qui passe? Et ne serait-ce pas un grand écolier de telle matière que celui qui baisserait les yeux devant elle, qui se dirait tout bas, voilà peut-être le bonheur d'une vie entière, et qui la laisserait passer? Célimène, des amants que je fais me rendez-vous coupable? Puis-je empêcher les gens de me trouver aimable? Et lorsque pour me voir, ils font de doux efforts, dois-je prendre un bâton pour les mettre dehors? Hélas, il mourra donc. Il n'a pour sa défense que les pleurs d'une mère et que son innocence est peut-être, après tout, en l'état où je suis, sa mort annoncera la fin de mes ennuis. C'est pas dans une tragédie, c'est pas dans une comédie, ça. Non, c'est Andromaque. Ah bah, toi tu ne connais que ça, c'est Andromaque. Ah bah non, mais si je devais jouer un rôle de femme, si j'acceptais un rôle de femme, ce serait Andromaque, je sens Andromaque, je l'ai en moi, je suis Andromaque. Allez, alors, buvons aux comédiennes et aux tragédiennes. Ah oui, Andromaque. Et à Jeff. Dis donc, il me dérange un peu ton copain là, comment tu l'appelles déjà? Yorick. Mon cher Yorick, sans vouloir te vexer, voyons s'il y a encore de beau dans cette malle, dans cette panière. Il y a pratiquement plus de saucisson là. Ah non, mais j'ai fait des œufs durs à tout hasard. Amen. Non, j'apporte. Oh, Gérard Philippe. Oh, Gérard Philippe dans Perdican, quelle merveille. Quel âge as-tu, Camille? 18 ans. Tu as 18 ans et tu ne crois pas à l'amour. Gérard. Oh, un jupon, quelqu'un veut le mettre pour jouer Phèdre ou Bérénice. Toi, pour jouer Andromaque. N'en parlons plus, Orange. Ah, merci. Recommence. Pardon, qu'est-ce que tu veux que je recommence? Ce que tu viens de faire là. Ah, pardon. Il est terrible, le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir récent. Il est terrible ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Elle est terrible, c'est la tête de l'homme. La tête de l'homme qui a faim quand il se regarde à 6 heures du matin dans la glace du grand magasin de la vitrine de chez Potin, une tête, couleur de poussière. Ce n'est pas sa tête pourtant qu'il regarde dans la vitrine de chez Potin, il s'en fout de sa tête, l'homme, il n'y pense pas, il songe. Il imagine une autre tête. Une tête de veau, par exemple, avec une sauce de vinaigre. Ou une tête de n'importe quoi qui se mange. Il remue la mâchoire doucement, et il grince des dents doucement, car le monde se paye sa tête. Et il ne peut rien contre ce monde. Il a beau se répéter depuis 3 jours, ça ne peut pas durer. Ça dure 3 jours, 3 nuits, sans manger. Et derrière ces vitres, ces pâtés, ces bouteilles, ces conserves, poissons morts protégés par des boîtes, boîtes protégées par des vitres, vitres protégées par des flics, flics protégés par la crainte. Que de barricades pour si malheureuses sardines. Un peu plus loin, le bistrot café crème et croissant chaud, l'homme titube et dans sa tête un brouillard de mots, sardines à manger, le dur café crème, café fraise arrosé rhum, café crime, arrosé sang. Un homme très estimé dans son quartier a été égorgé en plein jour. L'assassin, le vagabond, lui a volé 2 francs, soit un café arrosé, 0 francs 70, 2 tartines beurrées et 25 centimes pour le pourboire du garçon. Il est terrible le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit quand il remue dans la mémoire
de l'homme qui a faim. Du même Prévert dans ma maison. Dans ma maison, vous viendrez. D'ailleurs, ce n'est pas ma maison, je suis entré comme ça un jour, il n'y avait personne. Ah si, des piments rouges accrochés au mur blanc. Je suis resté longtemps dans cette maison. Et tous les jours, je vous ai attendu. Je faisais rien de sérieux. Si, quelquefois le matin, je poussais des cris d'animaux, je gueulais comme un âne de toutes mes forces. Et puis ça me faisait plaisir. Et puis je jouais avec mes pieds. C'est très intelligent, les pieds. Ça vous emmène très loin quand vous voulez aller très loin. Et quand vous ne voulez pas sortir, ils restent là, ils vous tiennent compagnie. Et quand il y a de la musique, ils dansent. On ne peut pas danser sans eux. Il faut être bête comme l'homme si souvent pour dire des choses aussi bêtes que bêtes comme ses pieds. Ou gai comme un pinson. Le pinson n'est pas gai. Il est gai quand il est gai ou triste quand il est triste. Ou ni gai ni triste. Comme c'est curieux les noms. Martin, Hugo, Victor de son prénom. Napoléon Bonaparte de son prénom. Pourquoi comme ça et pas comme ça? Un troupeau de Bonaparte passe dans le désert. L'empereur s'appelle Dromadaire. Il a un cheval-caisse et des tiroirs de course. Je pense à autre chose. Mais je ne pense qu'à ça. Et quand tu seras rentré dans ma maison, tu enlèveras tous tes vêtements. Et tu resteras immobile, nu, avec ta bouche rouge, comme les piments rouges accrochés au mur blanc. Et puis, tu te coucheras, et puis je me coucherai près de toi, et puis voilà. On ne peut plus classique. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là, et tu marchais souriante, épanouie, ravie, ruisselante sous la pluie. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest, et je t'ai croisé rue de Siam. Tu souriais, et moi je souriais de même. Rappelle-toi, Barbara, toi que je ne connaissais pas, toi qui ne me connaissais pas, rappelle-toi quand même ce jour-là, n'oublie pas. Un homme sous un porche s'abritait, et il a crié ton nom. Barbara! Et tu as couru vers lui sous la pluie, ruisselante, ravie, épanouie, et tu t'es jeté dans ses bras. Rappelle-toi cela, Barbara, et ne m'en veux pas si je te tutoie. Je dis tu à tous ceux qui s'aiment, même si je ne les connais pas. Je dis tu à tous ceux que j'aime, même si je ne les ai vus qu'une seule fois. Rappelle-toi, Barbara, cette pluie sage et heureuse, sur ton visage heureux, sur cette ville heureuse, cette pluie sur la mer, sur l'arsenal, sur le bateau d'Ouessant. Oh, Barbara, quelle connerie la guerre! Qu'es-tu devenue maintenant sous cette pluie de feu, de fer, d'acier, de sang? Et celui qui te serrait dans ses bras amoureusement, est-il mort? Disparu? Ou bien encore vivant? Oh, Barbara, il pleut sans cesse sur Brest comme il pleuvait avant, mais ce n'est plus pareil, et tout est abîmé. C'est une pluie de deuil, terrible et désolée. Ce n'est même plus l'orage de fer, d'acier, de sang, tout simplement des nuages qui crèvent comme des chiens qui disparaissent au fil de l'eau sur Brest et vont pourrir au loin, très loin de Brest, dont il ne reste rien. Là, je trouve c'est parfait. On est de nouveau dans la logique. On est passé de Musset, 19e, à Prévert, début du XXe siècle. Oui, mais toujours aussi loin de Molière. Pourquoi veux-tu toujours en revenir à Molière? Mais parce que Molière, pour nous comédiens, c'est le patron, c'est la référence. La langue de Shakespeare, la langue de Cervantes, et non pas de Lorca, la langue de Molière. Quoi de neuf? Molière. Répondez Sacha Guitry. Sacha Guitry. Ah oui. Et voilà, ça c'est une très bonne idée. Il y a plein de choses très amusantes chez Sacha Guitry, plein d'anecdotes. Ah non, écoute, alors, on dit qu'on fait une poétique avec éventuellement des extraits de texte. Je ne vois pas ce que les anecdotes viendraient faire là-bas. Ouais, en l'occurrence, il s'agit plutôt de mots d'auteur, de ce qu'on appelle des bons mots. Il a raison.
Il a raison, on pourra en rajouter quelques-uns, des petites choses comme ça, par-ci par-là, et on verra bien l'effet que ça produit sur le public. Sacha Guitry avait reçu Alain Feydeau, le petit-fils du grand Georges Feydeau, parce qu'il voulait devenir comédien. Les familles Feydeau et Guitry ont toujours été très, très liées, et Sacha a dit à Alain, « Ah, jeune homme, vous voulez faire du théâtre? Eh bien, je vais vous donner 3 conseils. Le premier, prenez une pièce, n'importe laquelle, apprenez-en tous les rôles. Le deuxième, ayez le moins de professeurs possible, ils ne vous apprendront que leurs défauts. Et le troisième, allez le plus souvent au théâtre, c'est encore la meilleure école. » Et à propos de Guitry, il me revient une histoire. C'était pendant la guerre, Sacha a beaucoup joué au théâtre pendant la guerre, dans son théâtre de la Madeleine. On le lui a assez reproché, et pourtant il n'était pas le seul. Et donc il jouait une pièce, et il y avait évidemment plein d'Allemands dans la salle, et au moment des rappels, ils étaient en train de saluer, et Sacha voit un Allemand, un officier allemand qui était au premier rang, et qui était déjà debout, et qui essayait d'enfiler son lourd manteau de cuir. Et Sacha s'est penché et lui a dit « Eh oui, monsieur l'officier, le difficile, c'est de passer la Manche. » Il y avait un admirateur dans la loge de Sacha Guitry qui lui disait « Écoutez, maître, quand est-ce que vous accepterez de déjeuner avec moi? Vous me le promettez chaque fois et vous désistez au dernier moment. » « Qu'à cela ne tienne, dit Guitry, déjeunons jeudi. » « Oh, merci, maître. » Et l'admirateur prend le chemin de la sortie. Guitry se tourne vers sa secrétaire en disant « Vous en direz un mot à ce faquin pour lui dire que je ne pourrai pas déjeuner avec lui jeudi. » Et il s'aperçoit que l'admirateur n'est toujours pas sorti de sa loge. Il se tourne vers lui « Parce que je déjeune avec monsieur. » Toujours Guitry. Guitry tournait un film à Paris, et quand il tournait à Paris, il allait déjeuner régulièrement chez Maxime, où il avait sa table réservée. Et donc il tourne à Paris, et il arrive chez Maxime, son chauffeur le dépose, il entre, on le place, et étaient là 2 jeunes imbéciles, 2 jeunes hobereaux, qui disent « Tu as vu ?» l'un dit à l'autre, « Tu as vu Sacha Guitry a déjeuné chez Maxime, on a dit à midi, ridicule. » Bon, attends, je vais le prendre pour le maître d'hôtel. Il s'approche de la table de Sacha Guitry et lui dit « Pardon, mon brave, auriez-vous l'amabilité de m'indiquer les toilettes, s'il vous plaît ?» Sacha Guitry lève les yeux et lui dit « Mais naturellement, cher monsieur, vous voyez cette porte là-bas? Vous l'ouvrez. Derrière, vous trouverez un long couloir. Au bout de ce long couloir, il y a une porte. Au-dessus est écrit « Gentleman ». Entrez quand même. » Je crois qu'un des mots les plus célèbres, c'est le fameux « On devrait construire les villes à la campagne ». Dixit Jules Renard. François, je te demande pardon, c'est de Tristan Bernard. Non, désolé de vous décevoir, les copains, c'est d'Alphonse Allais. Encore un sujet de polémique, on vérifiera. À propos d'Alphonse Allais, vous connaissez la jeune fille et le vieux cochon? Oh là là, tu me fais peur. François, Alphonse Allais, tout de même. Oui, non, mais ton vieux cochon, c'est un vieux cochon. Oui, ou alors un vieux cochon. Vous verrez. Il était une fois une jeune fille d'une grande beauté qui était éperdument amoureuse d'un cochon, mais non pas un joli cochon rose et espiègle, non, un sale cochon dépenaillé, un cochon dont le charcutier le plus dévoyé n'aurait pas donné un sou, un sale cochon, quoi. Et elle l'aimait. Fallait voir, c'était vraiment charmant de la voir, cette jeune fille d'une grande beauté, mélangeant les bonnes pelures de pommes de terre, les bonnes croûtes de thym. Elle brassait le tout dans de la bonne eau de vaisselle, et elle arrivait sur son fumier avec son seau, et le vieux cochon se levait sur son fumier en poussant des grognements de satisfaction, et la jeune fille d'une grande beauté se sentait pénétrée de bonheur à le voir si content. Et quand il était bien repu, il retournait sur son fumier sans jeter à sa bienfaitrice le moindre regard de ses petits yeux miteux. Sale cochon, va. Or, un jour arriva que c'était la fête du cochon. Comment s'appelait le cochon, je ne m'en souviens pas, mais c'était sa fête tout de même, toute la journée.
La jeune fille d'une grande beauté s'était creusé la tête, qu'elle avait fort jolie, se demandant quel beau cadeau elle pourrait offrir à son cochon ce jour-là. Et puis elle se dit, tiens, je lui offrirai des fleurs. Et elle en prit de grosses brassées dans son tablier et elle les amena dans la cour, dans un seau. Et voilà-t-il pas que ce vieux cochon-là fut furieux et grogna comme un sourd. Qu'est-ce que ça lui fichait à lui? Les roses, les lys, les géraniums, les roses, ça le piquait, les lys, ça lui mettait du jaune plein le groin, et les géraniums, ça lui fichait mal à la tête. Mais il y avait aussi des clématites. Les clématites, il les mangea toutes, comme un goinfre. Pour peu que vous ayez un peu étudié l'application de la botanique à l'alimentation, vous devez bien savoir que si la clématite est insalubre à l'homme, elle est néfaste au cochon. Et la jeune fille d'une grande beauté l'ignorait. Et pourtant, c'était une jeune fille instruite, elle avait son brevet supérieur. Et l'espèce qu'elle avait offerte à son cochon, ça appartenait précisément à l'espèce terrible, Clematis cochonicida. Le vieux cochon en mourut après une agonie terrible. On l'enterra dans un champ de colza, et la jeune fille d'une grande beauté se poignarda sur sa tombe. C'est très joli. Oui. Très joli, mais c'est très triste aussi, hein, ce pauvre vieux cochon. Non, et cette pauvre jeune fille d'une grande beauté. Bon, écoutez, moi je vais vous proposer quelque chose de beaucoup plus récent, et je doute que vous découvriez le nom de l'auteur. Allons bon. Oui. Le berger. Le berger écoute le vent. Le berger compte les étoiles. Le berger regarde le temps grisailler son manteau de toile. Le berger confie son troupeau à l'épaule de la montagne. Le berger joue de son pipeau. La voix du torrent l'accompagne. Mais par les longues nuits d'été, couché seul sur le dos dans l'herbe, compagnon de l'éternité, le berger s'emmerde. Alors, Tristan Bernard, non, Jules Renard, non, Robert Lamoureux, non, Pierre Doris, non, Pierre Dac, Francis Blanche. gagné. Eh bien, moi justement, je vous propose un texte de quelqu'un qui a connu et Francis Blanche et Alphonse Allais, Sacha Guitry, La Pendule, qui est le texte que je dis pratiquement toujours quand on me demande quelque chose au cours d'un dîner ou d'une soirée pour en revenir à notre histoire de tout à l'heure. je l'ai entendu dire au moins 10 fois. Oh bon, bah alors... Non, mais François, ne te vexe pas, j'en raffole. Ah oui, et moi je serais ravi de découvrir. Ah, merci pour Sacha Guitry. Mais d'abord une anecdote. Ah non, François, non, j'adore ça, mais très très courte. Voilà, ce texte, La Pendule, c'est Alain Fédot, dont je vous parlais tout à l'heure, qui me l'a appris. Il me l'a dit, je l'ai mémorisé, je ne l'ai jamais oublié, mais en fait, je n'avais jamais vu ce texte écrit nulle part. À telle enseigne que même des comédiens devant qui je le disais avouaient ne pas le connaître, et se demandaient si ce n'était pas Alain Fédot lui-même qui l'aurait écrit. Et puis, il y a peu de temps, une amie à moi se trouvait dans une librairie, elle tombe sur un gros bouquin des œuvres de Guitry, elle l'ouvre, il y avait La Pendule. Elle me l'a acheté. Pas la pendule, le livre. Et à ce propos, voici l'histoire d'une pendule ô combien dérisoire et d'ailleurs ridicule, en bronze avec du marbre noir et que finalement j'avais prise en horreur. C'était comme quelqu'un de bête et qui s'ennuie. Elle sonnait avec lenteur, quelquefois 12 coups quand il était 8 heures, ou 2 coups seulement lorsqu'il était minuit. Les autres font tic-tac, tic-tac, elle faisait tac-tic, tac-tic. Était-ce une tactique? Avait-elle des tics ou parfois des attaques? Attaque ou pas tic, elle était toc et peu pratique et battait la breloque, en somme, ma patraque. Or, voici son histoire, histoire sans issue. Cette pendule avec Napoléon dessus, comme disait le bon Copé, j'en avais écopé à la mort autrefois de ma cousine Irène. Or, un beau jour, mon cher Henri, tu l'as reçue, t'en souviens-tu, pour tes étrennes. Qu'en as-tu fait? Au bout de l'an, tu l'as donnée à Ferdinand. Ne dis pas non, tais-toi, je sais tout maintenant. Or, Ferdinand, il l'a donnée à Noémie.
qu'il a donné à des amis. Or, ses amis, un an plus tard, l'ont offert à la marquise de Saint-Marc pour son anniversaire avec leurs vœux sincères. La marquise, à son tour, en eut bien vite assez et n'a pas été longue à s'en débarrasser au profit d'un cousin du frère de ma femme. Tu la vois qui revient, cette pendule infâme. Or, ce cousin n'a rien trouvé de mieux à faire que de l'offrir à mon beau-frère. Or, mon beau-frère Émile, au bout de 12 mois, à qui l'a-t-il donné? Je te le donne en 1000. À moi. Oui, ce matin, je l'ai reçue, elle aura fait le tour complet et son voyage est terminé. Elle est là, sur ma cheminée. Oui, ce matin, je l'ai reçue, cette pendule avec Napoléon dessus. La voilà de nouveau chez moi, la voilà là pour 12 mois, l'horrible pendule d'Irène. Et je dis bien pour 12 mois, car l'an prochain, je te préviens, que tu l'auras pour tes étrennes. Ah, très très joli en effet, très sassanitrique. Et toi, tu n'es pas déçu? Ah non, non, j'aime toujours autant, mais on est au XXe siècle et on a omis de parler de Hugo, de Verlaine, de Lamartine, d'André Chénier, de Mallarmé et j'en passe. Quitte à me répéter, je maintiens ce que je dis, on est dans le disparate, on est dans le n'importe quoi. Là. Oui, on a un peu survolé, je l'accorde, mais comme on disait tout à l'heure, on pourra toujours revenir à un ordre, je sais pas moi, chronologique, hein, quitte à ajouter d'autres textes. Eh ben, rajoutons tout de suite un texte, un seul texte chacun. Choix cornélien s'il en est. Ou à propos de Corneille, on n'a pas parlé de la controverse. Quelle controverse? Celle selon laquelle plusieurs pièces de Molière auraient été écrites par Corneille. Tu remets ça sur le tapis. Tu sais, ça m'énerve ça. Ça m'énerve. Je refuse. Je réfute cette idée. Molière a écrit ces pièces. Molière, on n'y touche pas. C'est l'écrivain Pierre Louis qui avait émis cette hypothèse, étayée par certaines circonstances qui interpellent, comme on dit maintenant, et relayée par pas mal d'autres intellectuels. Mais, brisons-la, ce sont deux immenses auteurs, l'un et l'autre. Bon, mais revenons à ton idée, là. Un seul texte, c'est difficile. Tenez, pour vous aider dans votre choix, alors, Pas moi, la mort dans l'âme, hein. La Fontaine, le lion et le moucheron. Je sais plus quoi dire. pour toi, Prévert, non? Oui, sans doute Prévert. Oui, Prévert. Un Prévert? Je ne sais plus lequel, mais je vais le trouver. Eh bien, pour moi, Baudelaire, Maesta et Erabunda. Oui, je sais, le titre est un peu rébarbatif, mais pas le poème. Qui commence? Moi, si vous voulez. Va-t'en chez petit insecte, excrément de la terre. C'est en ces mots que le lion parlait un jour au moucheron. L'autre lui déclara la guerre. Penses-tu, lui dit-il, que ton titre de roi me fasse peur ni me soucie? Un bœuf est plus puissant que toi, je le mène à ma fantaisie, à peine. Il achevait ces mots que lui-même il sonna la charge. Fut la trompette et héros dans l'abord, il se met au large, puis prend son temps. Fond sur le cou du lion, qu'il rend presque fou, le quadrupède écume et son œil étincelle, il rugit. On se cache, on tremble à l'environ, et cette alarme universelle est l'ouvrage d'un moucheron, un avorton de mouche. En 100 lieues, le harcèle tantôt, pique l'échine, et tantôt le museau, tantôt entre au fond du naseau. La rage alors se trouve à son fait monter. Le malheureux lion se déchire lui-même, fait résonner sa queue alentour de ses flancs. Balère qui n'en peut mais, et son crème le fatigue. Là-bas, le voilà sur les dents. L'insecte du combat se retire avec gloire, comme il sonne à la charge. Il sonne la victoire, va l'annoncer partout et rencontre en chemin l'embuscade d'une araignée. Il y rencontre aussi sa fin. Quelle chose par là peut nous être montrée? J'en vois deux, dont l'une est qu'entre nos ennemis les plus à craindre sont souvent les plus petits. L'autre, qu'au grand péril tel a pu se soustraire, qui périt
pour la moindre affaire. Je cherchais le titre, je l'ai trouvé, Paternoster de Jacques Prévert. Notre Père qui êtes aux cieux, restez-y. Et nous resterons sur la terre, qui est quelquefois si jolie avec ses mystères de New York, et puis ses mystères de Paris, qui valent bien celui de la Trinité, avec son petit canal de l'Ourcq, sa grande muraille de Chine, sa rivière de Morlaix, ses bêtises de Cambrai, avec son océan Pacifique et ses 2 bassins aux Tuileries, avec ses bons enfants et ses mauvais sujets, avec toutes les merveilles du monde qui sont là, avec les jolies filles et avec les vieux cons. Dis-moi, ton cœur parfois s'envole-t-il, Agathe, loin du noir océan de l'immonde cité, vers un autre océan où la splendeur éclate, bleu, clair, profond, ainsi que la virginité. Dis-moi, ton cœur parfois s'envole-t-il, Agathe? La mer, la vaste mer console nos labeurs. Quel démon a doté la mer, rauque ou chanteuse, qu'accompagne l'immense orgue des vents grondeurs de cette fonction sublime de berceuse? La mer, la vaste mer console nos labeurs. Emporte-moi, wagon, enlève-moi, frégate, loin, loin, ici la boue est faite de nos pleurs. Est-il vrai que parfois le triste cœur d'Agathe dise, loin des remords, des crimes, des douleurs, emporte-moi, wagon, enlève-moi, frégate? Comme vous êtes loin, paradis parfumé, où sous un clair azur tout n'est qu'amour et joie, où tout ce que l'on aime est digne d'être aimé, où dans la volupté pure le cœur se noie, comme vous êtes loin, paradis parfumé. Mais le vert paradis des amours enfantines, les courses, les chansons, les baisers, les bouquets, le violon vibrant derrière les collines avec les brocs de vin le soir dans les bosquets. Mais le vert paradis des amours enfantines, l'innocent paradis plein de plaisirs furtifs, est-il déjà plus loin que l'Inde ou que la Chine? Peut-on le rappeler avec des cris plaintifs ou l'animer encore d'une voix argentine? L'innocent paradis plein de plaisirs furtifs. Bon, eh ben, je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon. Ah oui. Bon, en oubliant quelques grands poètes. Comment faire autrement? Oh, bien sûr, mais bien sûr. Mais comment j'ai pu oublier ça? J'avais vu quelque chose tout à l'heure dans la panière. Voyons. Alors, pas de réaction? Vous avez un nez très grand. Très. Ah, C'est tout? mais Ah, non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme, en variant le ton, par exemple. Agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il ferait sur le champ que je me l'amputasse. amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un nappe. Descriptif, c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. Curieux, de quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur? Ou de boîte à ciseaux? Gracieux, aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent, ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez, sans qu'un voisin ne crie « Au feu de cheminée !» Prévenant, gardez-vous, votre tête entraînée par ce bois, de tomber en avant sur le sol. Tendre, faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant, l'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle hippocampe éléphant au camélos, dut avoir sur le front tant de chair sur tant d'os. Cavalier, quoi, l'année Secrot est à la mode pour pendre son cilier? C'est très commode. Emphatique, aucun vent ne peut, nez magistral, t'enrhumer tout entier, excepté le Mistral. Dramatique, c'est la mer rouge quand il saigne. Admiratif pour un parfumeur, quel enseigne! Lyrique, est-ce une conquête, vous un triton? Naïf, ce monument, quand le visite-t-on? Respectueux, souffrez monsieur qu'on vous salue. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Campagnard, hardé, c'est-y un nez?
Nanin, c'est coq navet géant, ou ben coq melon nain. Militaire, pointez contre la cavalerie. Pratique, voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Enfin, parodiant Pyrame en un sanglot. Le voilà donc, ce n'est qui des traits de son maître a détruit l'harmonie, il en rougit le trait. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit, si vous aviez un peu de lettres et d'esprit, mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome, et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot sot. Eussiez-vous eu l'intention d'abord... Continuez, mon nom, continuez, j'ai appris. Eussiez-vous eu d'ailleurs l'invention qu'il faut Pour pouvoir, là, devant ces nobles galeries, me servir toutes ces folles plaisanteries, que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une, car je me le sers moi-même avec ce verbe, mais je ne permets pas qu'un autre me le serve. Moi, c'est moralement que j'ai mes élégances. Je ne m'attiffe pas ainsi qu'un freluquet, mais je suis plus soigné si je suis moins coquet. Je ne sortirai pas avec par négligence un affront pas très bien lavé, la conscience jaune encore de sommeil dans le coin de son œil, un honneur chiffonné, des scrupules en deuil. Mais je marche sans rien sur moi qui ne reluise empanaché d'indépendance et de franchise. Ce n'est pas une taille avantageuse, c'est mon âme que je comble, ainsi qu'en un corset. Et tout couvert d'exploits qu'en ruban je m'attache, redressant mon esprit, ainsi qu'une moustache, je fais en traversant les groupes et les ronds, sonner les vérités comme des éperons. Je n'ai pas de gants, la belle affaire. Il m'en restait un seul, d'une très vieille paire, lequel m'était d'ailleurs encore fort importun. Je l'ai laissé dans la figure de quelqu'un. Mao, faquin, bucor de pied plat ridicule. Ah, et moi, Cyrano, Savinien, Hercule de Bergerac. Eh bien, ça donne soif. François, tu nous sers? Absolument. Et dis donc, il faudra qu'elle fasse combien de temps, cette poétique? 1h20, 1h30. Oui, c'est bien ça. Il est toujours préférable que les spectateurs regrettent que ce soit trop court plutôt que d'avoir trouvé ça trop long. Oui. Malgré tout, vous trouvez pas que ça manque un peu de musique? Non? Aucun de nous trois ne gratte la guitare. Non, mais on pourra toujours finir sur quelque chose de gai, sur une chanson de celui qui a réinventé la chanson française et lui a donné ses lettres de noblesse. Trenet. Petit s'agit-il? Un poil plus fort, ce serait bien ça. Oui, ça c'est pas très bien. C'est pas brillant. Il y a de la joie. Voilà. Bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Pour finir le spectacle, c'est parfait. Et nous, qu'est-ce qu'on fera? C'est l'amour qui vient. On saluera. C'est l'amour.